Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour à tous et bonjour à toutes. Ça fait effectivement plusieurs semaines qu'on ne s'est pas parlé, mais on est de retour avec un épisode estival qui va vous plaire, j'en suis persuadé. On va parler d'alimentation, on a parlé d'activisme la dernière fois, on a parlé d'alimentation avec le docteur au premier épisode. Mais cette fois-ci, on revient sur l'alimentation parce que c'est effectivement la base du véganisme. On a comme invité, je suis très heureux, Anne-Marie Roy, qui est diététiste, nutritionniste, conférencière, qui fait plein de choses depuis des décennies pour sensibiliser les gens à bien manger à base de plantes pour améliorer sa santé. Alors, on est très heureux de l'avoir avec nous et on commence ça. Alors, on commence ça comme d'habitude avec les petites nouvelles dans le monde de la défense animale. Alors, fait intéressant, petite nouvelle rapide, là, le fameux film de Game Changer que probablement la plupart d'entre vous avez écouté et apprécié, qui est vraiment intéressant. C'est un film positif. On sort pas de cette écoute déprimée, comme malheureusement ça arrive souvent, puis on n'a pas le choix avec les autres films sur la défense animale. Mais c'est un film positif démontrant les bienfaits du végétalisme. Alors, il va y avoir une suite. Alors, on est très heureux je ne sais pas quand, mais ça va beaucoup s'adresser. Les sujets vont être la santé des enfants, un peu plus la justice alimentaire et l'environnement. Alors, il va y avoir évidemment des athlètes qui vont parler des bienfaits de la nourriture à base de plantes, comme dans le précédent film. On va un petit peu orienter ça différemment. Alors, on a hâte que ça sorte. Effectivement, ça devrait être au cours de l'année 2024. Dans les nouvelles brèves, une émission en Angleterre qui est très grosse émission, peut-être la connaissez-vous, qui s'appelle Oh Cook. Alors James May, qui est un des co-stars, là, des co-vedettes, des co-animateurs de cette émission-là, qui est un chef, a mentionné dernièrement, alors au début mai, que selon lui, dans les générations futures, l'être humain ne consommera plus d'animaux. Alors, quand les chefs en culinaire, commencent à avoir des idées, à prévoir comment ça va se passer dans le futur et qu'il y aura plus de consommation animale, c'est un très bon signe. Alors, on est très content de ça. Même si lui dit ne pas être rendu là, il a fait une de ses épisodes d'émission où il n'y avait aucune consommation de produits animaliers et il dit qu'il en est très fier et qu'il s'en va tranquillement dans cette direction. Alors, super bonne nouvelle. Maintenant, on poursuit. Alors, on arrive maintenant dans un article paru dans la presse le 8 juin dernier, qui est... alors, les deux co-signataires de cet article sont Renaud Gignac, qui est économiste et coordonnateur administratif de la Coalition pour une transition alimentaire durable, et aussi Ina Maria Toncescu, membre du conseil d'administration de Canadiens pour une politique alimentaire responsable et consultante aux petites entreprises. Alors, ce qu'on peut y lire, c'est que, on nous informe que l'automne dernier, le Canada a lancé des consultations qui mèneront au plus tard en 2023 à l'adoption de la première stratégie pour une agriculture durable, un plan dont l'objectif déclaré est d'améliorer la performance environnementale du secteur à long terme de l'industrie. Ce que les auteurs déplorent, c'est le fait que suite aux consultations, le document post-consultation ne mentionne pas la nécessité de réduire la consommation de viande, alors que c'est essentiel. Alors, on y relate, entre autres, dans l'article,
des faits qui sont soulevés par des chercheurs disant que, entre autres, je vous lis 3 phrases, 3 lignes. En d'autres termes, même avec les meilleures technologies vertes disponibles, il est mathématiquement impossible de stabiliser le climat sans réduire la consommation de viande et de produits laitiers. À l'échelle de l'Amérique du Nord, une réduction de 50% d'ici 2030 est nécessaire. Alors souvent, les gouvernements vont parler d'économie verte et puis de réduire aller tendre vers une carboneutralité, que ce soit du Québec ou du Canada, mais on n'entend pas parler de l'importance de réduire la consommation de produits animaliers pour y arriver. Alors que c'est essentiel, c'est nécessaire. C'est sûr qu'il va falloir, à un moment donné, faire face au lobby et à l'opinion publique, il ne faut pas se le cacher, pour amener le sujet sur la place publique au niveau des décideurs politiques. Alors, cet article-là est très intéressant. On y parle entre autres aussi de l'industrie roquette, là, qui est énorme, une industrie, une compagnie là, qui va créer une usine de protéines végétales à base de pois à La Prairie, au Manitoba. Il y a quand même des choses positives qui se font, mais sans qu'on en parle au niveau politique. Alors, je vous suggère d'aller lire cet article-là. C'est sûr qu'on termine en disant que la réponse là, du gouvernement, alors le plan, va nous démontrer si le gouvernement libéral canadien veut prendre action ou non sur la baisse de GES et tendre vers la carboneutralité s'il s'attaque à la consommation de produits animaux. Sinon, si on parle simplement de transport, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Alors, comme on dit, la réponse nous dira si le gouvernement libéral prend vraiment au sérieux la lutte contre les changements climatiques ou s'il préfère faire l'autruche. Cet article-là est très intéressant, je vous le suggère. Ensuite, on passe à un autre article dans Le Devoir qui s'appelle « 2 poids, 2 mesures dans la privatisation du bien-être animal ». Alors, l'article du Devoir est de Sophie Gaillard et de Alain Roy. Alors, la première, donc, Sophie Gaillard est directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques et gouvernementales à la SPCA de Montréal. Et Alain Roy est professeur titulaire en droit animalier à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Alors, ce qu'on y dénonce dans cet article, c'est le 2 poids, 2 mesures au niveau des, je résume librement, là, au niveau des animaux de compagnie, chiens, chats, et les animaux d'élevage. Alors, c'est sûr qu'il y a eu une loi qui a été, qui date, si je ne me trompe pas, de 2015. Tous les animaux doivent être respectés comme des êtres sentients. Alors, il y a une bonne protection, mais on y exclut la grande majorité des animaux qui sont les animaux d'élevage. Alors, ces animaux-là sont régis par des normes internes de l'industrie. Autrement dit, l'industrie agroalimentaire, les producteurs agricoles, les compagnies d'abattoirs sont eux-mêmes qui réglementent leurs conditions de vie de leurs animaux. Alors, on doit dénoncer ça, et puis cet article-là dénonce ça. Il n'y a à peu près pas de sanctions qui peuvent être appliquées. C'est les délais, on vise des objectifs sans mettre des délais. Lorsqu'il y a des délais au niveau de conditions de vie des animaux, lorsqu'il y a des délais, les délais sont prolongés de façon presque indéfinie. Et pour les contrevenants, les sanctions sont à peu près inexistantes. Alors, ça doit être pris en main par le secteur public, selon moi, la surveillance, et non pas par le secteur privé. Et surtout, les conditions d'élevage doivent être mises à jour. Alors, les gens ne sont pas au courant. La plupart ne veulent pas le savoir, mais on devrait avoir des caméras, selon moi, dans les abattoirs et dans les industries d'élevage qui nous permettraient de mettre à jour comment les animaux sont élevés. Puis peut-être qu'à ce moment-là, il y aurait un grand changement au niveau de la perception des gens qui consomment de la viande. Alors, merci à ces deux intervenants-là, Sophie Gaillard et Alain Roy. Cet article est très intéressant et je vous suggère d'aller le voir. Alors, 2 poids, 2 mesures dans la privatisation du bien-être animal. C'est effectivement une grande cause. Puis, comme on dit,
Comme je le disais tantôt, le fait que c'est en circuit fermé, la gestion des conditions animales, c'est géré par l'industrie. C'est sûr qu'il y a des gens qui veulent dénoncer ça, des activistes. On en a parlé au dernier épisode. Les activistes sont souvent criminalisés, alors qu'ils veulent tout simplement aller démontrer ce qui se passe au public. C'est non violent, mais les gens sont criminalisés pour tout simplement être des lanceurs d'alerte. Entre autres, ça m'amène à mon prochain article, ce qui fait que les gens sont criminalisés, c'est souvent les ag-gag laws. Un article que j'ai lu là, qui s'appelle What is happening with the ag-gag law? Je voulais en savoir un peu plus. C'est un article qui est quand même assez étoffé. Là. On parle de 5-6 pages là, vraiment condensées. Et puis, on explique l'évolution des ag-gag laws. Les ag-gag laws, en fait, pour résumer, ce sont des lois qui criminalisent les lanceurs d'alerte dans le milieu animal. Des lois qui ont été poussées par le secteur agroalimentaire, par le lobby agroalimentaire vers les différentes législatures à travers les États-Unis, mais aussi à travers le Canada. J'en parlerai pas plus parce que je veux vraiment avoir un invité qui va nous parler des lois ag-gag. C'est pas, moi, je vois ça comme un sujet qui devrait être vraiment dénoncé sur la place publique. On devrait être tous et toutes dans la rue en train de manifester contre les ag-gag-là. C'est vraiment un pas vers un gouvernement, une législation quasiment totalitaire, le fait d'empêcher les lanceurs d'alerte. Alors, à lire What is happening with the ag-gag law. Je termine avec un petit article là, de la presse du 20 juin, alors qui est assez récent, de Ariane Kroll, qui parle justement des sentences qui ont été émises pour les activistes qui sont allés, les lanceurs d'alerte en fait, là, qui sont allés dénoncer les conditions d'élevage dans la porcherie Porgregg en 2019. Alors, les 11 militants ont été sentencés, certains avec dossier judiciaire et d'autres avec des sentences suspendues. Alors, la plupart des 11 coupables ont été condamnés à 100 heures de travaux communautaires ou à faire un don de 500 $ au centre d'aide de victimes d'actes criminels. Bon, c'est sûr que la défense avait demandé leur absolution et puis la couronne avait demandé une peine avec sursis, ce qui leur vaut un casier judiciaire accompagné d'une probation de 2 ans et de 150 heures de travaux communautaires. C'est certain qu'ici, on cherche à ce que les activistes ne recommencent pas. Alors, malheureusement, on est dans un pattern de essayer de faire taire les lanceurs d'alerte. C'est un peu la suite de ce qu'on disait tantôt avec les ag-gag laws. L'entreprise Porgregg est toujours inscrite au registre des entreprises du Québec comme élevage porcin. Mais selon ce qu'on nous dit, elle ne serait plus entrée en opération. Petite note avant de passer à notre invité dont on est très fiers d'avoir avec nous. Je peux noter là, le fait que le restaurant Fire, F-Y-R-E, à Perth en Australie, c'est le John Montaigne, c'est le propriétaire là, qui est semble-t-il un chef très connu, a interdit la présence de vegan dans son établissement. Alors, c'est une espèce de tendance pour se faire de la publicité qui se passe, essayer de faire du vegan bashing. Alors, moi, personnellement, je suis allé écrire ce que j'en pensais dans les avis Google du restaurant Fire qui se trouve à Perth, en Australie. Aussi, ça me permet de parler de quelques applications que j'aime beaucoup. Là, on a l'application Abelian. Je ne sais pas si vous connaissez. L'application Abelian vous permet de noter des produits vegan ou des repas ou des produits en général là, alimentaires. Et puis, à partir du moment où vous le notez, vous en parlez sur l'application. Alors, il y a $1 qui est donné à un organisme de votre choix. Vous choisissez l'organisme et puis pour chaque commentaire que vous faites
sur ce site-là, sur cette application-là, 1$ va être donné à un organisme qui, souvent, ben moi, je crois que j'ai choisi DXE, qui est à la défense des animaux. On a l'application Apicor dont je voulais vous parler. Probablement que vous la connaissez. Apicor vous permet de trouver des restaurants, épiceries à travers le monde. C'est pas exhaustif, il y a des critiques, mais moi je l'utilise beaucoup pour essayer, alors que je voyage, même à Montréal, de trouver des restaurants qui offrent des produits des produits alimentaires sans aliments à base animale. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Maintenant, on va passer à notre invité. On est très content. On a Anne-Marie Roy qui est avec nous. Alors, passons tout de suite au cœur de l'émission avec notre invité. Alors, on passe maintenant à la section entrevue. Puis pour continuer à satisfaire mon désir de connaître et de faire connaître des personnalités qui ont un impact positif sur la société au niveau éthique, au niveau environnemental, aussi sur la santé des gens. Puis on a reçu le docteur Julien en premier qui nous a parlé beaucoup d'alimentation, mais de santé en général. On a eu Nat Perron qui est un activiste, qu'on a parlé d'implication sociale. Maintenant, je suis très heureux de recevoir au balado Anne-Marie Roy, qui est nutritionniste, diététiste, ainsi que conférencière. Salut Anne-Marie! Salut Sylvain, merci de m'inviter, c'est super gentil. Ben écoute, c'est moi qui est content là, de t'avoir dans notre tout jeune balado. C'est vraiment un honneur. Et puis, je suis certain que ça va être super intéressant, là, autant pour moi que pour les auditeurs. Ben écoute, Anne-Marie, toi, ça fait un bon moment là, que tu chemines comme nutritionniste, tu as accumulé un bon bagage de connaissances au fil du temps. Puis, tu crois vraiment aux avantages d'une alimentation à base de plantes. Raconte-nous un petit peu ton cheminement personnel. Pourquoi et comment tu as commencé à t'intéresser à l'alimentation? Ensuite, comment tu as commencé à t'intéresser plutôt à l'alimentation à base de plantes? Puis comment ça s'est passé dans ta tête? Ensuite, ta carrière, comment ça a cheminé là, jusqu'à aujourd'hui? Oui, super. Mais moi, tout a commencé à la sortie de l'université. C'est pas l'université qui m'a amené sur le terrain de l'alimentation végétale du tout. C'est vraiment à la sortie de l'université, en 1990, je tombe sur le livre « Se nourrir sans faire souffrir » de John Robin. Et parfois, c'est des documentaires qui nous ouvrent les yeux, qui nous font changer. Ben moi, ça a été un livre. Et à cette époque-là, c'était un livre qui était très populaire. Alors, j'ai lu ça et ça a été le moment tournant de ma carrière, sans aucun doute. Alors, c'est comme si là, je changeais de lunettes là, pour voir l'alimentation d'un autre angle. Ça m'a frappé. Alors, c'est comme... Mais en 1990, il n'y avait pas tant de livres, justement, sur ces sujets-là. Il y avait peut-être le livre de, c'est quoi, M. Steiner qui était le précurseur du respect des droits animaux, là. Mais... Singer, c'est... oui, Peter Singer, qui, lui, a écrit sur l'éthique animale et tout ça, qui était effectivement un livre très populaire. Mais non, au niveau... ben moi, en tout cas, ça a été ce livre-là. Il m'est arrivé dans les mains. C'est mon frère qui m'a dit, tiens, Anne-Marie, lis ça. Et lui et moi, on est devenus végétaliens en même temps. Donc, ça a été comme... ça m'a ouvert les yeux sur un autre aspect que j'avais jamais vu. Alors, bon, on parlait d'environnement un peu dans ce livre-là, on parlait un peu d'éthique et on parlait de nutrition. Alors, c'est ça qui a fait vraiment changer toute ma carrière. Et à cette époque-là, Sylvain, ça remonte à 33 ans, là. OK. Et là, 33 ans, on parlait quasiment pas d'alimentation végétale. J'étais pas mal dans les seuls à en faire la promotion. Tu devais être vu un peu comme une extraterrestre quand tu parlais d'alimentation. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, maintenant, on est plus vu comme des terrestres extra. Oui, c'est vrai. Donc, ça change. La vision a changé. Mais effectivement, à l'époque, je me sentais très seule. Par chance, j'ai commencé à côtoyer des experts. J'ai commencé à aller dans des congrès. C'est sûr que ça se passait beaucoup aux États-Unis. Hein. Ouais.
j'ai commencé à suivre les travaux de Brenda Davis, qui est une Canadienne, une nutritionniste renommée. C'est la pionnière de l'alimentation végétale. On a un peu le même parcours d'ailleurs. Brenda Davis, ça a été ma mentor. Une chance qu'elle était là parce que c'est vraiment elle qui m'a permis de persister dans ce milieu-là. Évidemment, j'ai commencé à lire aussi, écouter des conférences de John McDougall. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. J'ai été mis sur la route du PCRM, le Physician Committee for Responsible Medicine, qui a été fondé par Neil Barnard, qui est très, très, très renommé aux États-Unis. Mais est-ce que tu as eu la chance d'en rencontrer de ces individus-là, comme Brenda Davis, étant donné que c'était ta mentor, tu l'as rencontré, ouais? Oui, on se connaît très bien. Je l'ai interviewé justement récemment. Okay. Parce qu'on se côtoyait. Moi, à un moment donné, j'ai commencé à aller dans des congrès, beaucoup aux États-Unis, fait que je les côtoyais, ces gens-là. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je connais bien Dr. Michael Greger aussi, qui est un pionnier. Alors, c'est sûr qu'à force de côtoyer ces gens-là, premièrement, ça me faisait du bien de savoir que je n'étais pas seule. Donc, c'est ça. Fait que c'est sûr que par chance que j'ai rencontré d'autres gens qui croyaient à l'alimentation végétale, ça m'a permis de rester dans cette voie-là. C'est sûr qu'au début, je ne l'ai pas annoncé à tout le monde. Ça a pris un certain temps avant que je fasse un genre de coming out là, professionnel. Uh-huh. Mais à un moment donné, je me suis dit, je peux pas cacher ma vision. Alors, c'est pour ça que je me suis spécialisée dans l'alimentation végétale. Puis c'était ça, ça a toujours été ça ma mission, c'est d'aider les gens à faire ce virage-là. Alors, c'est sûr que là, tu me demandais par rapport à mon cheminement. C'est sûr que j'y croyais beaucoup. Hein. Ça m'a amené à même faire des congrès. J'ai fait 2 congrès à Montréal sur l'alimentation végétale. Tu veux dire, tu as organisé les congrès? J'ai organisé des congrès. En 1996, j'ai fait le premier congrès sur l'alimentation végétarienne. 4 ans plus tard, en 2000, j'organisais un autre congrès au Palais des Congrès. C'était vraiment très gros, là. Après ça, j'ai fondé l'Association végétarienne de Montréal. J'étais une des cofondatrices de l'Association végétarienne. Ça, c'était en 2005, je pense. En 2010, je lançais avec d'autres collègues les lundis sans viande. Okay. J'ai fondé une association professionnelle de la santé pour l'alimentation végétale. Toutes sortes de mouvements. Tu sais, moi, je me suis impliquée dans des mouvements. Okay. Un des derniers dans lequel je me suis impliquée, ça s'appelait Qui est végé? Je voulais que les gens sortent du placard puis qu'ils viennent dire voici, je suis végé. Oui. Qu'il y ait une espèce de fierté de le dire plutôt que de se sentir ostracisé puis d'être gêné d'en parler, là, comme toi tu vivais au début finalement. Là. Exactement. Donc, c'est ça. Je pense avoir un peu ouvert des portes. Ouais. Et là, c'est le fun parce qu'on voit vraiment le mouvement évoluer. Donc, c'est un peu mon parcours et je suis encore très impliquée dans l'alimentation végétale et il faut continuer parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Ça, c'est certain. T'as pas besoin de me convaincre là-dessus. Mais là, parle-moi un petit peu on en parlait avant l'enregistrement, de ta clinique renversante. Là. T'en es venu à quelle année puis qu'est-ce que c'est en gros là, la clinique renversante? Ben, moi, j'ai commencé ma carrière, je faisais de la clinique privée. Donc, je faisais du 1 à 1. Et à un moment donné, je me suis dit, il y avait beaucoup de programmes qui se faisaient aux États-Unis, d'éducation en nutrition, puis tout se faisait en anglais. Alors, je me suis dit, là, il est temps qu'on fasse un programme ici au Québec, francophone, pour aider les gens à faire un virage végétal. Donc, c'est là que j'ai créé, il y a 15 ans, la clinique renversante, qui est un programme éducatif pour aider les gens à cheminer. Donc, pour que les gens puissent faire ce virage végétal de la bonne façon. Donc parce là, on est en 2008-2009 à peu près? Oui, à peu près, c'est ça. Puis là, autrement dit, le véganisme ou le végétalisme commençait à être un peu plus... mainstream, là, on en parlait plus. Moi, j'ai fondé la clinique renversante tout de suite après, quelques mois après la sortie du film Forks Over Knives
Hein, Okay. Forks Over Knives, c'est Ouais. un film qui a paru au cinéma. Et là, on voit vraiment, entre autres, un couple de Los Angeles qui traite littéralement leurs patients avec l'alimentation. Et tu vois cheminer ces gens-là. C'est de toute beauté. Fait que là, j'étais un peu tannée de voir toutes sortes de beaux mouvements qui se faisaient aux États-Unis, puis qu'ici au Québec, il n'y avait rien en français. Fait que j'ai dit, bon, il est temps qu'on fasse un programme qui fait en sorte que les gens se rassemblent, parce que moi, j'aime beaucoup l'idée d'apprendre en communauté. Moi, j'aime beaucoup... puis en clinique privée, je ne pouvais pas donner des cours de cuisine. Non. Puis c'est pour ça qu'avec un programme éducatif comme ça me permettait de rassembler les gens, de faire des cours d'une longue durée avec des cours de cuisine, tout ce qu'on a besoin pour que ça fonctionne. Puis d'avoir une communauté d'entraide. Moi, je crois énormément à la communauté. D'être tout seul dans un cheminement, ça fait souvent qu'on abandonne. Alors, c'est pour ça que le fait de se sentir appuyé par une communauté, ça aide énormément. Fait que j'ai créé une communauté en même temps. Hein. Tous les gens qui ont fait le programme, on reste en contact, là, parce que la motivation, ça peut être très fragile. Hein. Il y a des gens qui abandonnent leurs bonnes habitudes parce qu'ils se sentent seuls ou ils se sentent pas bien. Fait que c'est pour ça que moi, je veux vraiment mettre toutes les chances de leur côté pour qu'ils persistent dans cette voie-là. Autrement dit, c'est des gens qui sont déjà sensibilisés, mais qui ont peut-être de la difficulté à faire le virage, ils savent pas comment s'y prendre. Parce que c'est pas le fait de devenir végétalien, c'est pas tout simplement d'éliminer les produits à base Exact. animale. Il faut savoir comment s'y prendre. Fait que toi, c'est ça, tu les coaches à ce niveau-là. C'est ça. une Moi, je série suis de leur rencontres. guide. Je suis leur guide, moi. Je les guide dans cette voie-là, ce parcours, je les guide. Puis c'est assez varié, les gens qui... Ah oui, c'est de tout. J'ai toutes sortes de monde. J'ai des gens qui le font parce qu'ils ont appris qu'il y avait un problème de santé puis ils veulent l'améliorer. Il y en a d'autres qui ont un peu cheminé comme moi. Ils ont lu un livre ou ils ont écouté un film, puis là, ils ont allumé. Okay. Et là, ils ont besoin de savoir comment le faire. Ouais. Des fois, c'est moi qui les allume aussi. Tu sais, je fais beaucoup des salons, des expos, et j'ai des kiosques, puis je leur dis, avez-vous déjà pensé à faire un virage végétal? Puis les gens disent, ah ben non. Fait que là, je les amène à réfléchir de ce côté-là. Et des fois, c'est un déclic qui se passe, puis là, ça leur tente de le faire. Donc, je te dirais, il y a de tout. Il y a des gens qui le font pour des raisons de santé, des gens qui vont le faire plus pour des raisons environnementales, d'autres le font pour des raisons éthiques, peu importe. Moi, je dis, peu importe la porte qu'on prend pour se rendre vers l'alimentation végétale, moi, je les accueille. Ben, je c'est les bon aide parce à que, cheminer. tu sais, même, il y a des gens qui sont pas au courant de ce qu'on mange quand on se nourrit à base de plantes. Tu sais, moi encore, là, aujourd'hui, il peut y avoir du monde qui dit, ben là, tu manges pas de poisson? Non. Tu manges pas de poulet? Non. Tu manges pas... Mais qu'est-ce que tu manges? Et tu sais, ils ont l'impression qu'il reste plus de choix quand t'enlèves les produits animaliers. Fait que c'est sûr que pour certains... Tout tournait autour de la viande. On mettait la viande au centre, puis on décorait avec les végétaux. Ouais. Mais quand t'enlèves la pièce de viande, les gens pensent qu'on mange juste les accompagnements. Ouais. Fait que là, les gens, ils ont peur de souffrir de plaisir. Donc, c'est pour ça que moi, je veux leur démontrer que, au contraire, on augmente la diversité de ce qu'on mange. Et c'est pour ça que quand je fais des présentations où j'explique mon programme, je leur montre toutes sortes de belles photos de nourriture. Puis là, ils disent « Oh mon Dieu, ça a donc bien l'air appétissant. OK, là, ça me tente. » Il faut convaincre les gens que c'est aussi bon et sinon meilleur. Puis en plus, on prend plaisir à cuisiner. Tu sais, moi, avant, mettons quand mon fils était jeune, comme je te disais, avant l'enregistrement, je faisais 2 chops de porc avec des patates au four micro-ondes. Ça, c'est pas agréable à faire. Mais quand je me mets maintenant à créer un repas, j'ai du fun à le faire, puis je suis content du résultat. Ça donne le goût de cuisiner en même temps parce qu'il y a tellement de choix possibles, de combinaisons possibles. Bien sûr, puis en plus, ça nous permet de voyager avec la nourriture parce que là, on peut faire des repas mexicains, asiatiques, marocains, libanais. Fait que c'est hyper varié. Donc,
Ça, il faut vraiment convaincre les gens que c'est du plaisir. Moi, je dis souvent que il faut avoir du plaisir au repas, puis l'alimentation végétale, on va arriver à ce sujet-là éventuellement. Non seulement que ça amène du plaisir au repas, mais ça amène plus de plaisir entre les repas. Parce que d'avoir des problèmes de santé, ça fait que la période entre les repas peut être pénible. Alors moi, je veux que les gens aient du plaisir à manger et je veux qu'il y ait du plaisir entre les repas à vivre sainement aussi. Effectivement, c'est des bonnes habitudes de vie. Là, là on a l'alimentation, mais on dirait que c'est comme relié avec l'idée de se remettre en forme, de bien manger, bien dormir, faire du sport. On dirait que ça devient tout ensemble à un certain moment donné. Là. Tout à fait, je suis bien d'accord avec toi. Écoute, donc, là, si on tombe un peu dans le côté un peu plus technique, au niveau des avantages nutritionnels, là, si on regarde ça en gros, de la nourriture végétale, en fait, ce que tu enseignes, ça peut prévenir des maladies. En gros, sur quoi ça affecte le mieux, finalement? Sur quelle partie de notre corps ça va affecter? Et puis, est-ce que ça peut aller plus loin que de nous protéger, puis même améliorer la situation des personnes qui sont déjà atteintes de maladies ou de déficiences? Très bonne question. Oui, puis on pourra passer. Moi, je dirais que c'est bon pour toutes les parties du corps. On pourra en discuter. On va faire le tour de notre corps ensemble, si tu veux. Mais juste pour rassurer les gens, là, moi, je peux bien dire que oui, c'est une alimentation qui est excellente, mais il y a une grosse association qu'on appelle l'Academy of Nutrition and Dietetics qui regroupe au-delà de 100 000 nutritionnistes aux États-Unis qui a décidé de se positionner sur l'alimentation végétale. Et ce qu'on dit, c'est que si on fait une alimentation végétale bien planifiée, alors si c'est bien fait, et c'est ça, mon expertise, je montre aux gens comment bien le faire. Alors si c'est bien fait, si c'est bien équilibré, on dit que c'est bon pour la santé, on dit que ça fournit tous les nutriments nécessaires et ça amène des avantages dans la prévention. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on rajoute et même le traitement de certaines maladies. Donc, l'alimentation peut même aider au traitement. Alors, c'est ça qui est intéressant. Alors, si on regarde un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la santé en Amérique du Nord, au Canada précisément, je ne sais pas si tu savais, Sylvain, que notre première cause de mortalité au Canada, c'est le cancer. Je savais que c'était dans les plus importants, mais première cause. Première cause. Maladie coronarienne doit être pas loin non plus. Deuxième. Dans les pays, planétairement parlant, c'est la maladie cardiaque, l'infarctus qui est la première cause de mortalité. Mais quand on va dans les pays un peu plus riches comme le Canada, souvent c'est le cancer qui prend la première place, ce qui est le cas au Canada. Puis quand on regarde les statistiques, là, c'est une personne sur deux au Canada qui aura un cancer dans sa vie. Moi, ça me fait réagir beaucoup. Ça veut dire qu'à peu près tout le monde dans leur famille va avoir quelqu'un, un proche ou soi-même qui risque d'être atteint du cancer. Exact, 50%, c'est épouvantable. Et Dr Béliveau, qui est notre vedette de l'alimentation préventive au niveau des cancers, le dit souvent que le 2/3 des cancers pourraient être totalement évités si on avait des très bonnes habitudes de vie. Puis l'alimentation fait partie des très bonnes habitudes de vie avec l'exercice et autres facteurs, ne pas fumer, tout ça. Donc, on pourrait avoir beaucoup moins de cancers qu'on en a là. Même chose, parce que, au niveau des cancers, ce qui est le fun, c'est que les végétaux contiennent beaucoup d'éléments protecteurs. T'sais, on parle beaucoup des fameux phytonutriments, qui sont des nutriments présents dans des plantes qui ont beaucoup d'effets bénéfiques sur le corps. Donc, les végétaux, c'est vraiment des alliés qui nous aident à se tenir loin des cancers. Les épices aussi, je pense, peuvent aider. Les épices. Curcuma, curry. C'est sûr que c'est comme les épices, c'est des. C'est un petit des concentrés là, d'éléments protecteurs. Là. Mais je dirais que chaque groupe alimentaire a des effets positifs. Là. Les légumineuses ont plein d'éléments protecteurs. Les fruits et légumes, même les grains entiers, on ne réalise pas, mais il y a plusieurs grains entiers même qui ont un effet antioxydant.
qui vont aider à notre microbiote, qui vont après ça aider à se protéger de d'autres problèmes. Donc, je dirais que l'ensemble des plantes, d'avoir une variété de végétaux dans son alimentation permet d'avoir plusieurs éléments protecteurs. Donc, fait que l'alimentation végétale est quand même un bel allié pour prévenir le cancer. Ouais, donc on réduirait nos risques de façon d'être atteint de cancer. Ouais. Maintenant, si on prend la deuxième cause de mortalité, maladie cardiaque, effectivement. Je parlais avec le Dr Martin Junot, hein, oui. qui est notre expert en cardiologie au Québec. Qui est je crois qu'il est, il est à l'Institut de cardiologie, puis il est responsable de la prévention, ça se peut-tu? Oui, là, il commence à délaisser, là. Ah, okay. Il commence à donner passer le flambeau. Il passe le flambeau à d'autres, là, parce qu'il y a quand même... on a fait beaucoup, docteur Junot. Alors, ce qu'il me disait, c'est que il y avait eu comme une stagnation là, des maladies cardiovasculaires, et là, ça remonte. Là. Okay. Et ça, entre autres, parce que l'obésité est en hausse. C'est ça. Hein? Donc, quand l'obésité prend de l'ampleur, ben, ça donne un coup d'envoi aux maladies cardiovasculaires. Donc, alors, les maladies cardiaques sont toujours bien présentes. Et on sait, on a eu des études qui démontrent qu'une alimentation végétale peut même renverser l'athérosclérose. Donc ça, on a des données scientifiques intéressantes de ce côté-là. Donc, on sait que des artères qui seraient partiellement bloquées, en changeant l'alimentation, il y a un effet régressif, régressif sur la maladie. Okay. Exactement. Et ça, c'est sûr que les gras saturés sont très impliqués dans les maladies cardiovasculaires, et c'est ça qui est beau des végétaux, c'est qu'il y a très peu de gras saturés dans les végétaux. Donc, plus on met de place aux végétaux, plus on met de chance de notre côté pour éviter les problèmes d'athérosclérose. OK. Écoute, quand on parle de faire régresser certaines maladies, je veux dire, c'est un argument massu, là. Oui, effectivement. Puis on peut même aller jusqu'au diabète, parce que ça aussi, le diabète peut être réversible. Et ça, on a aussi beaucoup de données scientifiques qui démontrent que ça peut être réversible. Donc, on peut améliorer notre situation au niveau du diabète, et ça, c'est de toute beauté, là. Donc, puis le diabète aussi, il y en a de plus en plus dans nos sociétés. Ça vient beaucoup avec l'obésité également. L'obésité, la consommation de sucre, mais j'ai lu que c'est pas nécessairement juste la consommation de sucre. Les gras les mauvais gras vont influencer là, l'arrivée du diabète. Oui, qui peut favoriser la résistance à l'insuline. Donc, pression artérielle aussi. Oui, ben ça vient tout ensemble. Hein, la pression artérielle aussi, qui vient souvent avec un surplus de poids aussi, mais une alimentation. Puis quand les artères se bloquent aussi, ça favorise l'augmentation de la pression. La pression. Puis moi, je parle beaucoup aussi dans mon programme de vasodilatation. On a des études aussi qui montrent que lorsqu'on mange des végétaux, beaucoup de nitrates dans notre alimentation, ça aide à avoir des artères mieux vasodilatées, donc qui amènent une tension artérielle moindre. Une autre partie du corps qui est très importante, c'est le cerveau. Hein? Donc, je voulais y venir, là. Le déclin cognitif, l'Alzheimer, les démences qui sont beaucoup en hausse, ça, c'est très épeurant. Ah, c'est très épeurant. Moi-même, dans ma famille, ma mère est décédée il y a 2 ans de l'Alzheimer, puis c'est une des pires maladies. Alors, on veut faire tout en notre pouvoir pour éviter ça. Oui, puis moi, je suis beaucoup 2 neurologues qui font beaucoup de recherches en prévention de l'Alzheimer. OK. Parce que ça, il n'y a pas d'études jusqu'à maintenant qui montrent un possible renversement. Ça, on n'a rien encore. Okay. Par contre, on peut peut-être plus travailler sur la prévention. Retarder l'arrivée. Oui, exactement. Okay. Retarder ou l'éviter. Mais le couple que je te parle, on les appelle les brain doc. Okay. C'est un couple dans la vie, c'est Dean et Aisha Sherzai. Et eux, c'est vraiment ça là, qu'ils étudient. C'est comment
prévenir les problèmes de démence et d'Alzheimer. Et je les écoute souvent dans des conférences, dans des podcasts. Et récemment, il disait, après avoir fait beaucoup de recherches, il disait, on pourrait, par des très, très bonnes habitudes de vie, réduire de 80 même jusqu'à 90%, là, entre 80 et 90% des démences. Donc parce que il y a quelque chose à faire. On a comme l'impression que c'est comme une fatalité, le déclin cognitif, puis c'est comme génétique, puis tu veux même pas le savoir si tu vas l'avoir ou non parce que ça va faire trop mal quand tu le savoir. Il y a un facteur génétique, ça. Mais le facteur habitude de vie prend plus de place encore. Donc, c'est positif. Moi, je trouve ça positif. Donc, c'est pour ça que ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Puis, même si on regarde du côté de la tête, encore là, du cerveau, ben il y a toute la santé mentale aussi qui est... j'ai fait je donnais un cours récemment sur le lien entre l'alimentation et la santé mentale et c'est fabuleux. Tu sais, on entend beaucoup parler du fameux microbiote, là. Et on le sait qu'il y a un parallèle à faire entre un déséquilibre de notre microbiote et des problèmes de santé mentale. On sait qu'il y a un... Tu sais, il y a tout le côté... je dirais inflammatoire, oxydatif, cardiovasculaire. Tu sais, on veut que ça circule bien dans notre cerveau. On veut que... Fait que l'alimentation a vraiment un impact important. Fait qu'à date, là, il n'y a pas de point négatif. Là. Quand c'est bien fait, c'est juste du positif. Ben oui, puis notre foie se porte mieux, la santé des os. C'est sûr que les os, c'est important, mais il y a l'exercice qu'il faut rajouter là-dedans, c'est bien important. La santé des reins, la santé immunitaire, même quand il y a eu la COVID, j'ai regardé, il y a des études qui montraient que quand on se nourrit à base de plantes, de végétaux, on aime mieux dire végétaux, on pouvait réduire la sévérité de la COVID aussi. Donc, à tous les niveaux, peu importe les parties de notre corps ou, dans le fond, les systèmes de notre corps, de manger des végétaux, ça a des effets bénéfiques. Puis dis-moi, tu as mentionné les reins. Bon, j'ai entendu dire, quelqu'un qui a des pierres aux reins, que... On peut retrouver, si on mange trop de végétaux, il peut y avoir de l'oxalate qui est consommé puis qui peut aider à la formation de cristaux dans les reins. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, il y a certains aliments qu'il faut juste faire un peu attention de ne pas manger en surabondance, là. On parle souvent des épinards. Moi, j'encourage énormément les gens à manger des épinards régulièrement. Mais oui, il y a une présence d'acide oxalique, des oxalates dans les épinards. Donc, il faut pas... tu sais, mettons, s'acheter une grosse barquette d'épinards, là, puis manger ça tout d'un coup. Fait que on met des épinards ici et là dans nos sandwichs, dans notre salade, mais on mange pas... des quantités phénoménales d'épinards. Même chose pour la bêta-carbe. La bêta-carbe aussi, qui contient beaucoup d'oxalates. Donc, mais de façon générale, lorsqu'on mange diversifié, on mange plusieurs types de verdure. Le kale a beaucoup moins d'oxalates, par exemple, que les épinards. D'avoir une alimentation variée, dans le fond. Plus possible. Ben oui, c'est sûr. Pas faire, pour les plus vieux, comme Popeye, puis vider sa canne d'épinards d'une shot. On en ajoute à nos repas de façon modérée, puis c'est correct. Le secret dans l'alimentation à base de végétaux, c'est la diversité. Si on veut avoir un microbiote diversifié, ça prend une alimentation diversifiée. Alors, la diversité, c'est ça qui amène le plaisir aussi. Manger toujours la même chose, c'est plate. Alors, la diversité, ça aide la santé puis ça aide d'avoir plus de plaisir. Puis c'est paradoxal parce qu'on élimine plein d'aliments. Quand on devient végétalien, on élimine une grande proportion de ce qu'on mangeait. Mais avec le temps, on se rend compte qu'on a plus de choix qu'avant. C'est comme si on a rajouté plein d'autres éléments. Puis ce qu'on a perdu, on l'a retrouvé exposé en deux, mettons. Lorsqu'on regarde toute la grande famille des légumineuses, là, il y a énormément de diversité de légumineuses. Il y a toutes sortes de formes, de couleurs. Et souvent, les gens ne mangent pas de légumineuses dans leur alimentation. Fait que quand on commence à incorporer ça,
wow, Ben, en plus, un monde qui s'ouvre. on se met à connaître plein de mets d'autres cultures. Ben, tu vois, ma conjointe est du Honduras. On a véganisé plein de repas honduriens. Puis je suis allé, j'ai oublié le nom du restaurant, je suis allé dernièrement à un restaurant indien sur Saint-Laurent. Oui. C'était super bon. Puis le propriétaire me disait que à peu près, à un ou deux exceptions près, tout ce qu'il y avait dans le menu, c'est des repas que sa mère lui servait en Inde. Il n'a pas eu besoin de les véganiser. Beaucoup de légumineuses. C'était vraiment très, très varié. Puis tellement de couleurs et de saveurs. Puis de saveurs, Ouais, évidemment. ouais. C'était C'est fantastique. sûr. Mais moi, ce que j'aime, c'est que ça. Tu sais, on s'ouvre à plein de mets de d'autres cultures, mais il y a moyen aussi de prendre nos recettes traditionnelles et de les végétaliser. Parce que moi, je fais un bourguignon, là. Ah oui, Qui OK. est extraordinaire, OK. là. Tu sais, je fais cuire plein de légumes, puis dans un bouillon, là, qui est fantastique. Je retrouve le plaisir que j'avais à manger du bourguignon, mais je le mange version végétale. On peut végétaliser pratiquement toutes les recettes qu'on mangeait quand on était jeune, là. Moi, je me fais des pains de viande, des piments farcis, Ouais. des pâtés chinois. On arrive à tout végétaliser. Oh oui, moi, Alors, ma mère, elle nous avait fait aux quatre, on est quatre frères, un gros livre de toutes les recettes. Elle était vraiment très axée sur l'alimentation. Puis, on a chacun notre gros livre, mais je prends le livre, je feuillette, et puis je change deux, trois petites affaires, puis ça devient un plat vegan. Fait que c'est pas Exactement. perdu qu'est-ce qu'on avait appris comme background Non. alimentaire. Exactement. Tout Et- se remplace. Écoute, Anne-Marie, maintenant, étant donné que toi, ça fait quand même longtemps là, que tu roules ta bosse dans le domaine, j'aimerais ça qu'on regarde là, ce que tu as vu comme évolution dans la société, à différents niveaux, là, tu sais, générationnel, y a-t-il une différence entre les jeunes aujourd'hui ou dans les débuts des années 2000, disons, les corps médicaux, as-tu vu que la société est en train de bouger? C'est-tu un mouvement de fond, selon toi? Ben, tu t'as dû le remarquer, hein, mais oui, on parle beaucoup plus maintenant d'alimentation végétale. Tu sais, juste le terme vegan. Ouais. Même à l'époque, moi, là, j'étais obligée de dire c'est quoi la différence entre végétarisme et végétalisme. Le terme vegan, oublie ça, on n'en parlait même pas, il y a 33 ans. Aujourd'hui, Ouais. t'ouvres la radio, la télé, on parle de véganisme partout. Donc, les mots, en tout cas, sont beaucoup utilisés. Quand tu vas à l'épicerie, il y a plein de nouveaux produits véganes, végétaliens, végétariens, peu importe. Donc, l'offre Ouais. a grandi de façon exponentielle. C'est beaucoup Les plus simple. restaurants. Quelqu'un qui fait la c'est- transformation, tu sais, je veux dire, c'est beaucoup plus simple de changer. À peu près tous les aliments qu'on mangeait sont disponibles, mais avec la version végétale. Tout à fait. Donc, on voit vraiment, au niveau évolution, là, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui vont incorporer le tofu à leur alimentation. Ben, c'est ça. Ils l'incorporent, mais ils deviennent Pas nécessairement pas véganes. nécessairement véganes, parce que si je regarde les statistiques, bon, il y a 20 ans, c'était peut-être 2% de la population. Bon, là, on est peut-être entre 2 et 4%, 8% de végétariens. Ceux qui vraiment mettent totalement de côté les produits animaliers, au complet, ça augmente parce que la population augmente, là, mais on reste quand même dans les mêmes pourcentages. Bien, ça a augmenté. Mais, si tu me demandes, est-ce que ça l'a assez augmenté? Je vais te dire que non. Ben non. Moi, c'est sûr que c'est une déception pour moi, là. Tu sais, de voir que toutes les raisons nous amènent à faire un virage végétal. La santé, puis les données scientifiques sont de plus en plus là. L'environnement. Ben oui. Sylvain, On est l'environnement, on a des feux, le réchauffement climatique, les changements climatiques. Il me semble là, qu'on aurait... La perte de biodiversité aussi, le fait La qu'on perte de détruit énormément biodiversité. de forêts pour les pâturages. La déforestation, c'est clair, là. C'est clair que l'alimentation végétale est une solution
au niveau de la crise écologique. C'est pas que la seule solution, hein, je dis jamais que c'est la seule, mais ça fait partie des solutions qui pourraient... Il y a une urgence, le climatique. Ah, totalement, oui. Puis, mais on entend encore l'argument, oui, mais là, avec votre tofu, c'est les champs de culture de soya qui font le problème. Mais les gens ne savent pas que, si je me trompe pas, 70% des cultures de soya sont destinées au pâturage. Ben oui. Puis en Amérique du Sud, c'est 90%. Autrement dit, à l'Amazonie qui est en train de se faire détruire, c'est carrément pour des champs de La pâturage. grande majorité du soya qui est produit sur la planète, c'est pas pour nourrir les humains, là. C'est pour nourrir les animaux. Donc, c'est un faux argument, là. Exact. Alors, tu sais, je veux dire, avec les problèmes d'environnement qu'on a, les problèmes de santé qu'on a, moi, j'ai de la difficulté à comprendre comment c'est que ça évolue pas plus que ça. Mais il y a une évolution parce que les gens mangent de plus en plus de repas à base de légumineuses puis de tofu et tout ça. Fait que ça évolue. Les gens vont de plus en plus dans les restos véganes, végétaliens. Il y a l'offre grandit même dans les restaurants conventionnels, on a maintenant des offres. Donc, ça évolue. Tu sais, les Beyond Meat dans les grandes chaînes de fast-food, c'est quand même une évolution. Puis, il y a aussi, je prends la génération de mon fils, 27-28 ans, il y en a beaucoup qui n'aiment pas avoir une étiquette, par exemple, vegan. Mon fils, je pense qu'il ne consomme à peu près pas de produits animaliers. Mais il ne s'identifie pas comme faisant partie du mouvement vegan, mais lui, il est très environnementaliste, il connaît l'importance. Puis dans sa communauté, là, les jeunes de sa gang, comme on dit, ils consomment tous du tofu, puis ils font des repas de Jean-Philippe, puis tout ça. Fait que je crois que c'est ça, il y a une proportion qui sont pratiquement véganes, mais ils veulent juste pas dire « bon, je suis un militant vegan ». C'est ça. Puis moi, je respecte ça. Moi aussi. Moi, je respecte tout le monde dans tout ça. Ouais. Je pense que tout le monde a sa place. Il y a des gens qui sont pas à l'aise à se dire vegan. Il y en a qui militent pour dire il faut être vegan. Moi, je pense que peu importe, hein, l'important, c'est d'avancer pour moi. Il y a une urgence, puis il faut avancer. Fait que peu importe les façons qu'on va y arriver, il faut le mettre en place. Donc, moi, je milite à ma façon pour par rapport à l'alimentation. T'sais. Un environnementaliste va pouvoir militer à sa façon en exposant les bénéfices d'une alimentation végétale. Donc, peu importe, il faut faire avancer ce mouvement-là dans la bonne direction. Oui, parce qu'on est confronté quand même à des très, très gros lobbies, avec énormément de pouvoir économique, de pouvoir marketing, publicitaire. Alors, on n'a pas le choix d'avoir une diversité d'approches pour faire avancer le mouvement. Tu sais, on parlait là, un petit peu, idéalement, on pourrait faire un parallèle avec l'industrie du tabac dans les années 70. On est parti de loin là, avec ça. Ben oui, à l'époque, là, fumer, ça faisait partie de la culture. Comme aujourd'hui, manger de la viande, des produits laitiers, ça fait partie de la culture. On a réussi à faire changer la culture au niveau du tabac. Mais comment on s'y est pris? 2 choses importantes. 1, l'éducation. Et 2, on a réglementé la promotion. Okay. Donc, il faut travailler de ces 2 côtés-là. Et c'est ce que je pense qui va faire toute la différence. Si un jour, on décide de mettre beaucoup plus d'énergie au niveau de l'éducation, moi, je crois pertinemment qu'il faudrait donner des cours de nutrition dans les écoles. Parce que moi, je dis souvent qu'on est des illettrés de la nutrition. Ouais. Il y a des dizaines de milliers d'études qui paraissent sur la nutrition à chaque année. L'évolution scientifique des connaissances augmente. Mais malheureusement, la population n'est pas mise au courant de tout ce qui se découvre. Alors moi, je trouve que les connaissances nous font bouger dans la vie. Moi, je suis convaincue de ça. Il n'y a pas une grande proportion des gens, parce qu'on associe beaucoup l'alimentation à la culture. Changer l'alimentation, souvent, ça peut être perçu comme changer ta culture, une atteinte à ta culture. Donc, les gens peuvent le prendre personnel.
C'est un peu pour ça que des fois, quand tu dis à quelqu'un je suis vegan, des fois, la personne se sent attaquée, sans que tu aies rien dit d'autre. Ben oui. Puis comme à l'époque, la cigarette, penses-tu que les gens qui fumaient, là, Ouais. les non-fumeurs, là, ils étaient fatigants, tu sais, c'était comme, hey, lâche-moi là, avec ton... Oui, oui, c'est vrai. Écoute, Hein? moi, je me souviens, là, quand j'étais tout petit, notre médecin de famille, qui était très bon, à part le fait qu'il nous recevait dans son cabinet la cigarette au bec. Fait Ben que, tu oui. sais, aujourd'hui, ça serait impensable, là. Ben oui, c'est ça. Fait que ça change la culture. Tu sais, v'là pas si longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Puis Ouais. tu sais, tu dis, voyons donc, ça se peut pas. Puis aujourd'hui, on regarde ça, puis on se dit, voyons, c'est... Donc, la culture, ça peut changer. Et à l'époque, quand j'étais tout jeune, on recyclait pas. Ouais. On compostait pas. Ouais. Ça faisait pas partie de la culture. Aujourd'hui, ça fait partie de la culture. Ben pourquoi pas notre pâté chinois à viande hachée? Ça peut changer, cette Ouais. culture-là. La culture québécoise pourrait être du pâté chinois aux lentilles. Ben oui. On a encore notre pâté chinois, mais il devient aux lentilles. Fait que moi, j'y crois que la culture peut changer, puis moi, j'ai espoir que ça change. Mais il va falloir faire de l'éducation. Je pense que ça passe par l'éducation et ça passe aussi par arrêter, tu sais, d'en parler tantôt des lobbies. La cigarette, là, il y avait des gros lobbies de la cigarette, mais on leur a empêché de faire de la publicité à télé. Tu vas au dépanneur, les cigarettes, là, sont cachées au Oui, oui. dépanneur. Ah oui, puis en plus, Hein? avec les photos de cancer dessus, et puis, tu sais... Ben oui, c'est ça. Donc, il va falloir faire la même chose au niveau alimentaire. Il va falloir, tu sais, le coke n'est pas caché au dépanneur. Hein? Ouais. Les croustilles non plus ne sont pas cachées. Alors, il va falloir à un moment donné arrêter la promotion de la malbouffe partout. OK. Puis, il va falloir éduquer la population sur les bénéfices d'une alimentation végétale. Tu sais, notre nouveau guide alimentaire canadien, là, Ben, c'est ça, je voulais en venir, là. Il y a Il déjà est- eu une bonne évolution, là, là-dedans. Écoute, Ça fait quoi, ça fait il 2 est ans, génial. 3 ans à peu près que ça a été changé? Ouais, ça fait déjà plusieurs années. C'est notre nouvelle édition, puis franchement, il est extraordinaire. Notre Un guide. gros pas en avant. Si les Canadiens, ben oui, si les Canadiens mettaient en application le guide alimentaire, là, on aurait beaucoup moins de problèmes de santé, puis on serait beaucoup plus éco-responsable là, avec ça. Je dirais, quand on regarde l'assiette là, du guide alimentaire, là, la portion viande là, représente à peu près 15% de l'assiette. Fait que notre assiette du guide alimentaire est grandement végétale. Alors, si tout le monde s'y mettait, Ouais. on aurait vraiment une belle amélioration à tous les niveaux. Donc, Puis, on si aurait ça- juste à faire ça, hein, d'enseigner le guide alimentaire à l'école. Puis, moi, je pense qu'il faut aller beaucoup en profondeur. Expliquer aux jeunes, on a un microbiote. Puis, comment faire pour faire en sorte que notre microbiote soit équilibré? C'est quoi les conséquences si il est déséquilibré? Les gens ne savent même pas ça. Ah. Moi, je vais en profondeur dans les connaissances en nutrition. Puis, c'est ce qui fait que les gens, il y a un déclic qui se fait. Puis que là, les gens disent, ah, ben là, je comprends pourquoi il faut manger plus de végétaux. Puis là, ils sont prêts à le faire. Moi, je crois à l'éducation. Moi, ça a toujours été mon. Ben, je pense mon que c'est dada, la clé, là, l'éducation. parce que, tu sais, je veux dire, les gens de notre âge ou plus âgés, il y en a qui vont changer, mais c'est plus difficile que quand tu vas rencontrer des jeunes de 10, 12 ans, 15 ans, qui sont ouverts à tout, là, tu sais, ils arrivent oui. dans le monde, puis eux autres sont en mode apprentissage. Fait que, effectivement, moi, je trouve que conférence, c'est super bon, mais ça devrait être inclus dans le programme éducatif, là, au Québec. Dans le cursus scolaire. J'ai essayé, hein, j'ai fait une coalition pour des cours de nutrition à l'école. J'avais fait vraiment signer ma coalition par plein de professionnels de la santé. J'ai des écoles qui avaient embarqué. J'ai soumis ça aux politiciens. Ils étaient intéressés, ils trouvaient ça intéressant, mais il n'y a pas de cours de nutrition encore dans les écoles. Il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a rien qui a bougé. Donc, fait que je fais moi, la clinique renversante, c'est une école. Moi, je fais mon école de nutrition et j'invite tout le monde à venir à l'école, à l'école de la nutrition. Puis
je pense que c'est ça qui fait que les gens, après ça, sont très motivés à faire des changements alimentaires. Au niveau technique, pour ton école, pour ta clinique, est-ce qu'il y a des périodes où ça commence et ça se termine, où les gens peuvent commencer quand ils veulent? C'est ça, c'est des sessions. Des séances d'information? C'est comme une session. Là, la session d'automne commence. Ah, OK. Après ça, il va y avoir une autre session. Donc, c'est un après l'autre, mais quand les gens m'appellent, je leur dis, dans pas longtemps, il y a une autre session qui va commencer. Donc, j'accueille tout le monde, puis je leur fais de la place dès qu'il y a une session qui s'ouvre. En tout cas, Marie, moi, je trouve que ton approche, tu sais, c'est sûr qu'il y a différentes approches pour faire avancer des causes, mais la tienne, je la trouve vraiment rafraîchissante parce que c'est positif. On nage dans le positivisme et puis je suis vraiment convaincu que plus tu vas avoir de la diffusion au niveau de ton école, ta clinique et des conférences, puis idéalement plus, là, ça va drainer beaucoup de monde, ça va les amener vers un changement. En tout cas, je suis vraiment content là, que tu nous parles comme ça parce que on dirait que ça éclaire ma journée. Là. Mais maintenant, on est rendu à la fin où est-ce que je demande des suggestions de lecture ou de documentaires vidéo pour qu'on essaye d'orienter les gens qui voudraient un petit peu poursuivre là, la réflexion là, sur ce qu'on a parlé aujourd'hui. T'aurais quoi à nous suggérer? Écoute, c'est sûr qu'on pourra en parler pendant 1 heure parce qu'il y a beaucoup de super bons documentaires, mais j'irais peut-être dans ce qui est récent. Ouais. Hein? Puis ça nous amènerait à parler de différents sujets. Un sujet qui est beaucoup de l'heure, c'est la longévité. Oui. Hein? D'ailleurs, notre docteur Greger, notre rockstar de la nutrition aux États-Unis, a commencé son premier livre, How Not to Die. Là, après ça a été How Not to Diet. How Not to Die, en passant, je le lis. Présentement, j'ai presque fini. C'est fantastique. Puis c'est pas réservé à des... T'as pas besoin d'avoir des grosses connaissances en médecine ou quoi que ce soit. C'est vraiment vulgarisé, mais on a tout, un résumé de méta-analyse dans le fond. Là. Oui, c'est ça. Dr. Greger, ça a toujours été ça. Lui, il met au grand jour la science. Exactement. Donc, c'est fantastique, tu lis ça, puis à chaque page, moi j'ai commencé à highlighter. Finalement, le livre est jaune. J'ai quasiment tout highlighté. C'est vraiment fantastique, je le suggère à tout le monde. Ouais. Donc après, How Not to Die, il a fait How Not to Diet. Donc comment perdre du poids sans faire de diète, finalement. Ouais. Et en passant à l'alimentation végétale et l'alimentation la plus efficace pour arriver à contrôler le poids. OK. Et là, maintenant, son livre qui s'en vient, là, il n'est même pas sorti encore. Il est en pré-vente. C'est How Not to Age. Donc, comment améliorer la qualité de vie en vieillissant. Okay. Donc, comment vivre longtemps, mais surtout vivre avec une belle qualité de vie. Ça doit passer par les antioxydants pas mal, ça se peut-tu? Entre autres. Ouais. Mais toutes sortes de choses. C'est sûr que les végétaux vont aider, mais c'est ça. Fait que j'ai vu sa conférence, là. Okay. J'arrive de Washington. J'ai recommencé à aller dans des conférences en présentiel. Et là, j'ai rencontré tous les plus grands scientifiques que je suis. Donc, c'était vraiment fantastique. Et là, j'ai vu la dernière conférence de Michael Greger. Intéressant, franchement, là. Il arrive tout le temps à nous surprendre avec des nouvelles données. Ça reste que ce qu'on dit depuis des années reste encore là, mais on en rajoute tout le temps. Fait que ça, c'est le fun. Et en parallèle, on a un film qui vient de sortir, c'est Live to 100, donc comment vivre jusqu'à 100 ans. Okay. Et c'est Dan Buettner qui est, dans le fond, celui qu'on suit dans ce film-là et qui est derrière le concept des zones bleues. OK, oui. Okay. C'est sûr, c'est disponible sur les plateformes, là, ça. Là. Oui, entre autres, on a Netflix, commencé ça, la zone bleue, ouais. Ça vient tout juste de sortir. Et on regarde un peu, c'est quoi le secret des gens qui vivent longtemps et qui vivent surtout avec une belle qualité de vie. Et c'est pas un film sur le véganisme du tout, là. Uh-huh. Mais ça met en valeur les végétaux. Parce que qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces peuples-là?
c'est qu'ils mettent beaucoup l'emphase sur les végétaux dans leur alimentation. Évidemment, on parle d'exercice, on parle de relations sociales, on parle de la gestion du stress, donc toutes sortes de choses. Ouais. Mais reste que l'alimentation est au cœur. C'est le pivot, finalement. Ah, c'est le pivot. C'est le pivot, puis là, tu greffes l'exercice, la réduction du stress, la vie sociale, tu greffes tout ça. Ouais. Donc, c'est le fun parce que là, c'est comme un sujet de l'heure. Fait que c'est pour ça que je voulais recommander ces livres-là. Donc, peut-être de commander le livre de Dr. Greger en pré-vente et le film sur les ondes bleues. Je vous parlais de Brenda Davis tantôt, qui est un mentor. Elle a écrit de nombreux livres au courant de sa carrière. Et son dernier livre, c'est un livre sur les protéines. OK. Imaginez. Fait que là, on se dit, ah oui. Encore les protéines. C'est encore un sujet de l'heure. Il y a encore les gens ont une peur de manquer de protéines. Alors, j'imagine que c'était le premier argument, toi, quand t'as changé ton alimentation. Ce que tu entendais, ça devait être les protéines. Les protéines. Encore en 2023. 33 on a ans besoin plus tard, de justifier ça. C'est encore les protéines. Alors, c'est pour ça que Brenda sentait encore le besoin de revenir sur ce sujet-là et faire un livre complet sur les protéines. Imagine. Comment elle s'appelle? Donc, Comment s'appelle le livre? C'est quoi? C'est Plant Protein Power. Je l'ai là. Anyway, Brenda Davis, on peut la retrouver. Ah, ben, je l'ai ici. OK. Plant Powered Protein. Plant Powered Protein. OK. Donc, Plant Powered Protein. Beau livre à part de ça. Oui, c'est sûr que... Alors, ça, c'est un livre que je vous conseille, bien sûr. Et là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Végé curieux. Et c'est Martin Quirion qui a écrit ce livre-là. C'est un curieux, mais c'est très bon, un très, très, très bon livre qui traite de plusieurs aspects, là, autant l'aspect évolutionniste. C'est le fun, c'est des belles réflexions parce que, tu sais, est-ce qu'on est des omnivores, des herbivores? C'est une autre affaire qu'on doit confronter, là. Exactement. Donc, les crocs. Il y a un beau chapitre là-dessus, puis c'est des bonnes réflexions. Puis moi, ça m'a amené de grandes réflexions parce que on dit souvent que c'est la viande qui a permis le développement du cerveau. Puis oui, c'est sûr que ça a contribué parce que il y avait des calories dans la viande et tout. Mais la cuisson a été un outil aussi. Ben oui, la cuisson a permis à l'être humain de développer son cerveau. Le feu a permis de développer le cerveau. Hein? Puis là, je me rends compte que le feu, on en a beaucoup ces jours-ci. Fait que je fais des parallèles. Tu sais, je me dis, OK, le feu a permis l'évolution de l'humain. Mais là, les feux sont en train de... En tout cas, je me fais des beaux parallèles. Mais même si la viande aurait ou a eu un impact, présentement, aujourd'hui, en 2023, on sait scientifiquement, toutes les études indépendantes le disent, que c'est pas nécessaire. Là. Le gars ou la fille au coin de la rue va nous dire ça, mais si le gars ou la fille va voir toutes les études scientifiques indépendantes qui ne sont pas financées par les lobbies, il n'y en a pas une qui va leur dire que tu dois prendre de la viande pour que ton cerveau fonctionne. Nous sommes... j'ai déjà entendu dire ça, là, que nous sommes des adaptivores, en réalité. Donc, on doit s'adapter. À l'époque, dans des périodes où il y avait un manque de ressources, il n'y avait pas de nourriture, l'être humain n'a pas eu le choix de se tourner à manger de la viande parce qu'il n'y avait comme pas le choix. Aujourd'hui, on vit dans un autre contexte. C'est pas les calories qui nous manquent. Pas du tout. Le problème de nos jours, c'est le contraire. On est en surabondance de calories et en plus, on a des problèmes environnementaux. Donc là, on doit adapter notre alimentation pour régler les problèmes de santé et les problèmes d'environnement. Et l'alimentation végétale est vraiment l'alimentation la plus efficace pour arriver à réduire ces problèmes-là. Donc, c'est pour ça que
il faut s'y mettre, là. Il faut arrêter d'avoir peur, parce que souvent, les gens ont des peurs. Ouais. Et moi, je suis là pour ça, pour éliminer les peurs. Ouais. La peur de manquer de protéines, la peur de... ça va être compliqué, la peur de manquer de plaisir, la peur que ça coûte cher. Il faut enlever ces peurs-là puis dire non, ayez pas peur, foncez, allez-y, parce qu'on a du fun dans cette alimentation-là, puis on se sent bien en plus. Puis tu sais, tu parles de peur, puis ça me permet de faire un lien avec notre prochain balado où on va s'adresser au sujet des gens qui ont peur de s'afficher comme vegan parce que jugement de la société, jugement de la famille, jugement du ou de la conjointe, les soupers d'amis. Fait que, tu sais, c'est toutes des peurs, là. Il faut travailler là-dessus à tous les niveaux pour essayer de que les gens se sentent supportés dans leur... Un peu comme tu fais, là, tu les supportes, tu les guides, là, jusqu'à temps qu'ils se sentent bien là-dedans. Puis, en plus, tu dis que tu gardes contact avec tes anciens élèves, fait que ça crée une espèce de grosse communauté, là, à chaque année qui augmente. Fait que là, les gens, tu sais, moi, je pense que quand le nombre de véganes va augmenter, ben, il va y avoir de moins en moins de peur sociale aussi. Oui, puis chez les jeunes, il y a plus grand jugement, là, tu sais. Les adolescents, 14, 15, 16 ans, peut-être que les parents, oui, vont les juger, mais entre eux, là, vegan, c'est pas comme dans... Il faut que l'alimentation végétale soit in. Tu sais, il faut qu'on se sente comme à la mode. Et que les gens qui mangent le gros steak se sentent démodés. Oui, ben effectivement, puis c'est possible parce que je fais un autre petit parallèle, c'est que j'ai vu dernièrement dans une réunion élargie de famille un membre de la parenté qui est arrivé, puis lui, souvent, c'était... il arrivait avec des grosses voitures, puis pour montrer, tu sais, le muscle car, mais là, il est arrivé avec le gros pick-up, mais électrique. Fait que tu vois, on voit que shifter la mentalité, c'est possible. Fait qu'il faut faire la même chose au niveau de l'alimentation, que ça devienne cool dans la société. Puis quand la perception va être changée, ben là, d'après moi, ça va aller tout seul après ça. Oui, la fierté. Tu sais, il faut devenir fier de faire partie de la solution et non pas du problème, dans le fond. Ça, c'est une super belle phrase pour terminer notre entretien, Anne-Marie. Mais sincèrement, je te remercie beaucoup parce que l'information que tu nous as donnée est super intéressante parce que c'est des faits, c'est basé par la science. Puis aussi pour ton attitude positive. Sincèrement, là, je trouve ça très rafraîchissant. Puis je suis certain que je vais avoir les commentaires là-dessus dans le balado. Fait que merci beaucoup de ta présence. Ça t'était vraiment, vraiment apprécié. Bien, merci à toi aussi de cette initiative-là, de produire ce podcast-là, parce que tu fais ta part pour faire avancer le mouvement aussi. Fait que tout le monde ensemble. C'est ça. Je pense que chacun, dépendamment de notre personnalité, nos connaissances, nos aptitudes, on peut faire quelque chose. Il s'agit de trouver sur quel piton peser pour faire avancer les choses. Tout à fait. Merci Anne-Marie.